Bonjour, bonjour. Ben voilà, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir vu l'heure. Enfin bon, là, vu que c'est sur YouTube, l'heure, vous en avez rien à faire. Vous restez à n'importe quelle heure. Mais bon, pour moi, c'est bonsoir parce que ils enregistrent ça à 1 heure du matin, à minuit, comme souvent. Donc, vous l'avez sûrement remarqué avec ici Zézéna et ici Zézacène. C'est le moment de reprendre la lecture des jeunes chevaliers de Jedi, donc les enfants de la Force. Hop. Maintenant, bah oui, mine de rien, on s'approche de la fin du volume 1. Faut dire en même temps, vous avez promis d'aller beaucoup plus vite. Et comme d'habitude, pour ça, je ne tiens pas à mes promesses. Mais au moins, je continue. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que je termine quand même. Et voilà. Donc, d'ailleurs, Moon reprendra sûrement aussi à un moment ou à un autre Vecteur Prime. Et bon, voilà, c'est pas toujours facile. On a pas mal de choses, comment dire, à s'occuper et il n'y a pas toujours la possibilité de faire ça. Bon, ok. Donc, ben, je reprends. On en était au chapitre 18. Le rugissement des moteurs ioniques brisa le calme de la jungle quand le Sacertier reprit vie. Les oiseaux poussèrent des croissements de terreur et s'enfuirent à tire-d'aile vers les frondaisons. Un nuage de poussière et de feuilles s'éleva autour du vaisseau. Corl fit lentement monter la puissance, comme s'il voulait sentir le cœur du chasseur pulser sous ses doigts. Les conduits d'échappement arrière cassèrent une fumée brunâtre et nauséabonde. Le vaisseau impérial gronda, prêt à reprendre du service après sa longue mise au rebut. Corl s'extirpa du cockpit, son casque noir sous le bras. Les filtres respiratoires pendouillaient, inutiles. Leurs réserves d'oxygène étaient vides depuis longtemps. Malgré les rayures de la visière, le pilote portait fièrement ce souvenir, comme un trophée. Lui aussi se sentait prêt à reprendre du service. J'ai vérifié les systèmes de propulsion, annonça-t-il aux jumeaux. Grâce à l'unité hyperdrive que vous avez ajoutée, je traverserai la galaxie pour retrouver ce qui reste de l'Empire. Beau travail, Zéna, grommela Zassen. Sa sœur lui flanqua un coup de coude dans les côtes, et il se tut. Qu'allez-vous faire de nous demanda Zéna. Pourquoi voulez-vous absolument partir? Vous pourriez revenir avec nous à l'académie. La guerre est finie. La reddition est une trahison, aboya Corl avec une expression que la jeune fille ne lui avait encore jamais vue. D'une main tremblante, il tendit son blaster vers les jumeaux. Vous ne me servez plus à rien maintenant, dit-il d'une voix chargée de menace. Zassen sentit son estomac se nouer. Zena avait voulu réparer le Sacerti pour s'amuser comme Lowy avec son T-23. Mais le petit chasseur n'était conçu que pour une seule personne, son pilote. Même si Corl le voulait, il ne pourrait pas les emmener avec lui comme prisonniers. Allait-il abattre ce dernier obstacle avec l'efficacité brutale caractéristique de l'Empire? Les tuerait-il avant de repartir chez lui? Le jeune garçon tenta désespérément d'envoyer des pensées apaisantes à Corl. Une fois de plus, il se heurta au mur dressé par le lavage de cerveau que le pilote avait subi, bien des années auparavant, et qui avait à jamais figé ses pensées. Corl détourna le regard. Sa colère parut diminuer. Zassen ne savait pas si c'était à cause de ses pouvoirs ou s'il avait simplement été distrait par quelque chose. Alors, non. Alors, qu'allez-vous faire de nous demanda-t-il d'une voix mal assurée. Corl laissa passer quelques secondes avant de répondre. Il avait soudain l'air très vieux et très fatigué. Vous m'avez beaucoup aidé, lâcha-t-il enfin. Vous êtes la seule compagnie que j'ai eue depuis 20 ans. Je vais vous laisser ici. Vous allez nous abandonner dans la jungle s'exclama Zena incrédule. Cette fois, ce fut son frère qui lui flanqua un coup de coude. L'idée de se retrouver perdu dans la forêt ne l'en sentait guère, mais Corl aurait pu faire pire. Vous survivrez si vous êtes malin, dit le pilote. Je le sais, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Quelqu'un finira par vous trouver,
L'espoir sera votre compagnon. Avec un peu de sens, vous mettrez moins de 20 ans à rentrer chez vous. Il réfléchit quelques instants, le casque toujours serré sous son bras. Derrière lui, le sacerdoce ronronnait, comme s'il était impatient de prendre son vol. Je vous fais une faveur en vous laissant ici. Je vais rejoindre l'Empire. Mais avant, je détruirai la base rebelle de cette maudite lune. Non! Hurlèrent les jumeaux à l'unisson. Ce n'est plus une base militaire à présent, seulement une école, ajouta Jacen. Ne faites pas ça, supplia Zena. N'attaquez pas l'académie. Mais Corle fit comme s'il ne les avait pas entendus. Il enfila soigneusement son casque. Attendez, s'écria Zena. Ils n'ont pas d'armes. Vous ne pouvez pas. Elle essaya de tousser l'esprit du pilote, mais il pointa son blaster sur elle et fit un pas en arrière. Il grimpa dans le chasseur, se glissa dans son siège et boucla le harnais de sécurité avant de refermer le cockpit. Aussitôt, les jumeaux se précipitèrent vers lui et martelèrent la carlingue de coups de poing. Les moteurs ioniques rugirent, soulevant un tourbillon de terre, de cailloux et de brindilles. Le sacerdoce s'éleva lentement. Zena tenta de s'y accrocher, mais ses mains glissèrent sur les plaques de métal. La scène l'obligea à reculer. Les gaz d'échappement leur envahirent la gorge et le nez, et ils toussèrent en battant en retraite vers un des grands arbres. Le sacerdoce de Corle, resté immobilisé 20 ans à la surface de Yavin 4, jaillit dans le ciel avec le bruit caractéristique qui avait fait trembler tant de pilotes rebelles. Ayant franchi la cime des arbres, il pivota sur lui-même et fonça vers l'académie de Jedi. Fin du chapitre 18. Chapitre 19. Dans les ténèbres de la jungle, Tenelka plongea au travers d'un épais rideau de lianes, puis dans un buisson touffu en espérant que les reptiles volants ne parviendraient pas à la suivre. Ses poumons étaient en feu, et elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle entendait ses poursuivants se rapprocher, agitant leurs larges ailes à la texture de cuir. Ils fondraient sur elle pour la déchirer de leurs serres. Les cris rauques de leurs hideeuses têtes jumelles lui glaçaient le sang. D'après ses souvenirs, Maître Skywalker lui-même avait failli succomber aux attaques d'un de ces monstres quelques années plus tôt. Comment pouvait-il avancer dans une végétation aussi dense? Se demanda-t-elle. Aurait-elle dû les semer depuis longtemps? Les feuilles s'écartèrent. Une queue terminée par un dard manqua son bras de peu. Une des créatures se trouvait directement au-dessus d'elle. Que pouvait-elle faire? Elle se faufila entre deux arbres et entendit un choc derrière elle. Le monstre avait dû s'assommer contre un tronc. Parfait. Les autres allaient devoir faire le tour. Quelques précieuses secondes gagnées. Tenelka traversa une clairière et courut vers l'ombre d'un autre fourré, mais elle avait sous-estimé la vitesse de ses poursuivants. Elle sentit dans son dos le souffle de leurs ailes, et l'un vint se placer en travers de son chemin. Elle tenta de se dérober, mais glissa sur une plaque de mousse et s'étala sur une souche. Une deuxième paire de serres déchira l'air à l'endroit où se trouvait son estomac, une seconde auparavant. Elle frissonna en entendant le cri de rage et de frustration de son agresseur, et en profita pour se traîner à l'abri de la végétation. Pourquoi ne pouvait-elle jamais se souvenir des techniques de relaxation Jedi quand elle en avait le plus besoin? Pourquoi ne s'était-elle pas entraînée davantage? Elle ferma les yeux, se concentra, et roula sur le côté au moment où une autre créature plongea sur elle. Elle roula sur ses mains et ses genoux nus, se releva et commença à courir. Essaye de sentir. Utilise la force. Soudain, comme par réflexe, elle changea de direction. Elle ne savait pas pourquoi, car elle n'y voyait presque rien dans l'obscurité de la jungle.
mais quelque chose l'y avait poussée. Elle répéta la manœuvre des dizaines de fois, évitant dards, gris et griffes acérées, jusqu'à ce qu'elle atteigne un épais bosquet d'arbres massacés. À son approche, un concert de protestations monta des branches. Des rouloumandres, toute une famille à en juger par le boucan. Elle les avait sans doute tirés de leur sommeil. Peut-être contesterait-elle une diversion satisfaisante. Tenelka plia les genoux et se jeta tête la première dans le bosquet. Bizarrement, aucun des monstres ailés ne l'y suivit. Ils volèrent en cercle et, frustrés, décidèrent de s'en prendre aux rouloumandres. Quelques instants plus tard, la bataille faisait rage au-dessus de la zone amazone. Celle-ci secoua la tête pour faire tomber les brindilles et les feuilles prises dans ses cheveux. Elle était presque certaine d'avoir reconnu une voix familière au milieu du vacarme. Je vous en prie, faites attention, mes circuits sont terriblement complexes. Il ne faut à aucun prix les... Un gémissement, et quelque chose tomba sur le sol à côté de Tenelka. DTM, c'est toi demanda la jeune Amazone en se baissant pour chercher à tâtons. Ses doigts se refermèrent sur une forme métallique bien connue. Oh, maîtresse Tenelka, c'est vous s'exclama le druide. Je vous serai éternellement reconnaissant d'être venu à mon secours. Vous n'avez aucune idée des épreuves que j'ai traversées. On m'a secoué, lancé. Ma nuit n'a pas été de tout repos non plus, coupa sèchement la jeune fille. Écoutez, oh, Dieu merci, on dirait que ces horribles créatures s'en vont. Tenelka ne savait pas s'il parlait des roulemandres ou des reptiles volants, mais en tendant l'oreille, elle constata que les bruits de combat avaient s'éloigné. Maîtresse Tenelka, nous devons en profiter pour fuir. Impossible. Nous devons attendre le lever du soleil. Peux-tu monter la garde pendant que je dors? J'en serais ravi. Mais est-il indispensable de passer la nuit ici? Oui, dit fermement la jeune Amazone. Maintenant que le danger était passé, elle retrouvait son contrôle. Tant que je n'y verrai rien, je ne pourrai pas monter sur un arbre pour me repérer. Oh, mais pourquoi voudriez-vous faire une chose pareille? Parce que nous sommes perdus dans la jungle, voilà pourquoi, grogna Tenelka. Oh mon Dieu, c'est pour ça que vous vous inquiétez? Il suffisait de le dire. Après tout, je pratique 6 formes de communication et je suis occupé de toutes sortes de senseurs photo-optiques, olfactifs, directionnels, auditifs. Attendez un instant. C'est pas... J'avais mis un réveil parce que... Je regardais la télé il y a pas longtemps et il m'arrive souvent de m'endormir devant la télé, donc je me mets un réveil pour pas risquer de m'endormir. Voilà, c'est tout. Et voilà, je dois passer pour un petit vieux, tant pis. Allons-y, voilà. Donc, oui, j'en étais. Je suis équipé de toutes sortes de senseurs. Photo optique, olfactif, directionnel, auditif. Directionnel? Tu prétends savoir où nous sommes? Évidemment, maîtresse Nelka. C'est ce que je viens de vous dire. La jeune Amazone secoua la tête, déconcertée. Très bien, DTM, mettons-nous en route. Tenelka rayonnait davantage que les deux faisceaux jumeaux qui sortaient des yeux de DTM et éclairaient son chemin. Le petit druide était parfois ennuyeux. Pour l'heure, elle se réjouissait de sa présence. DTM parut s'intéresser sincèrement au récit de ses aventures. En retour, elle s'amusa beaucoup de sa description de l'accident du T-23 et de ses tribulations avec les Woulemandres. Elle se demandait ce qui était arrivé aux jumeaux et à l'Oubaka. Ils s'arrêtèrent 3 ou 4 fois afin qu'elle puisse boire et vérifier les bandages rudimentaires réalisés avec le kit de secours qu'elle gardait toujours à sa ceinture. Ses blessures aux jambes lui faisaient mal, mais elle ne la ralentissaient nullement. Elle courut à petite foulée pendant la majeure partie du trajet et marcha à vive allure quand elle aurait eu besoin de se reposer. Le petit soleil du système de Yavin était déjà haut dans le ciel lorsqu'ils déboussèrent dans la clairière du grand temple, où les accueillit la silhouette bienveillante de l'académie. « Oh, nous avons réussi !» s'exclama joyeusement DTM. Tenelka jeta un coup d'œil hagard autour d'elle et aperçut sur la piste d'atterrissage un vaisseau qu'elle connaissait bien,
le Faucon Millenium. Deux Wookiees, un grand et un plus jeune, empruntaient la rampe d'accès à la suite de Han Solo, le père des jumeaux. Tenelka comprit immédiatement où ils allaient et modifia sa trajectoire pour se diriger vers eux. Au-dessus d'elle, elle entendit le bruit menaçant à sa sortie en approche rapide. Serrant les dents, elle courut aussi vite que lui permettaient encore ses jambes et agita les bras en appelant Lubaka. Mais ni Solo, ni les deux Wookiees ne s'aperçurent de sa présence. Pressés d'aller secourir les jumeaux, ils disparurent à l'intérieur du vaisseau. Les moteurs de celui-ci chauffaient déjà. Tenelka devina que Yann avait dû les laisser allumer délibérément pour que le Faucon Millenium soit prêt à repartir. « Appelle-les, DTM !» dit-elle en sentant ses jambes trembler de fatigue. « Dois-je comprendre que vous voulez communiquer avec eux sans qui le petit droïde ?»« Affirmatif. »« Certainement, maîtresse. Je serais ravi d'accéder à votre requête. Mais que dois-je ? Fais-le, c'est tout !» ordonna-t-elle exaspérée. Soudain, la voix de TM résonna dans toute la clairière. Attention, Faucon Millenium, veuillez retarder votre départ pour prendre 2 passagers supplémentaires. Même si elle devait rester sourde pendant une bonne heure, Tenelka s'en moquait. La rampe d'accès du vaisseau venait de s'abaisser. Elle se dirigea vers elle en titubant. Très bien, halta-t-elle en se laissant tomber sur le plancher du compartiment passager. Allons-y. Han Solo et les deux Wookiees lui jetèrent un regard éberlué, mais aucun d'eux n'avait besoin d'encouragement supplémentaire. La jeune Amazone n'avait pas fini sa phrase que le sas se verrouillait et que le Faucon Millenium s'arrassait au sol de la clairière. Attendez un instant, je bois un coup parce que, mine de rien, lire 2 chapitres, ça donne soif. Voilà, là c'est parti pour la confrontation finale, je pense. Chapitre 20. Le sacertif filait à toute allure au-dessus des frondaisons. Les moites de Yavin 4 sifflaient autour du cockpit et des panneaux solaires. Corl se souvint du temps où il n'était qu'un aspirant. D'emblée, il s'était fait remarquer comme étant le meilleur pilote de son escadron et le plus attaché à faire respecter la volonté inébranlable de l'empereur. Les courants aériens le portaient en douceur, et il se délectait de cette sensation presque oubliée depuis 20 ans. Les vibrations des moteurs ioniques, jointes à son impression de liberté, le faisaient frissonner de joie. Il tourna la tête pour regarder la couronne verdoyante des arbres massassis qui s'agitaient sur son passage. Difficile de contrôler un vaisseau impérial avec un seul bras. Mais il était un pilote de SAS, un des meilleurs. Il avait réussi à se poser sur Yavin 4, malgré les avaries de son appareil et le tir nourri de l'ennemi. Et il avait survécu dans un environnement hostile pendant plus de 20 ans. À présent, volant au ras des cimes pour éviter de se faire repérer, il sentait ses souvenirs lui revenir en même temps que ses automatismes de vol. L'Empire est ma famille. Les rebelles veulent détruire le nouvel ordre. Ils doivent être exterminés. Exterminés. Il avait un avantage majeur, la surprise. Son attaque semblerait venue de nulle part. Les rebelles seraient pris au dépourvu. Il s'abattrait sur eux, tirant de tous ses canons. Corl pulvériserait la base, la réduirait en cendres. Il tuerait tous ceux qui avaient conspiré contre l'étoile noire, puis abattu Dark Vador et le grand Moff Tarkin. Un simple soldat vengerait l'Empire. Là, Corl plissa les yeux pour mieux voir. Au cœur d'une vaste clairière se dressait un temple de pierre, la pyramide où les rebelles avaient établi leur base. Le sacerdoce piqua du nez vers son objectif. Corl aperçut le fleuve qui traversait la clairière. Sur la rive opposée à celle du temple, il repéra des ruines vraisemblablement inhabitées. Il remarqua un générateur à moitié dissimulé et sut qu'il avait vu juste. Cette base était toujours utilisée à des fins militaires. Lorsqu'il s'approchait du temple, il constata que la clairière servait aussi de piste d'atterrissage
et qu'un vaisseau en forme de disque, avec 2 pointes jumelles à l'avant, y était stationné. Corll ne reconnut pas immédiatement le navire, ni même la série à laquelle il appartenait. Visiblement, c'était un cargo léger, pas une Helix, ni un des autres navires de combat rebelles qu'il avait appris à connaître au cours de sa carrière. Plusieurs personnes sortirent de la pyramide et se précipitèrent vers la piste d'atterrissage. Peut-être couraient-elles à leur poste. Corll eut un ricanement méprisant. Il allait s'occuper de ses chiens. Il appuya sur le commutateur du système de tir de son chasseur. Mais avant qu'il ait pu aligner les cibles dans son viseur, toutes réussirent à monter à bord du vaisseau inconnu. La rampe d'accès se rétracta, et il prépara l'appareil au décollage. Corll renonça à tirer sur le cargo, du moins pour le moment. Les rebelles devaient conserver d'autres vaisseaux beaucoup plus puissants dans un hangar souterrain. Son premier objectif serait de les empêcher de prendre l'air. Pour cela, il lui suffirait d'endommager les portes. Il décida que le mieux à faire était de continuer sur sa lancée et de tirer avec ses canons laser sur la structure principale du temple. Quand il en aurait fini avec lui, le bâtiment serait réduit en poussière. Les rebelles et leur équipement ne seraient plus qu'un vague souvenir enfoui sous des tonnes de pierre. Alors, il ferait demi-tour et s'occuperait du cargo, avant de concentrer ses tirs sur le générateur. Lorsque son attaque aurait totalement paralysé les rebelles, il reviendrait une dernière fois au-dessus de la base et réglerait leur compte à tous ceux qui auraient survécu à son premier passage. En tout, il lui faudrait quelques minutes pour mettre les rebelles à genoux. Corll verrouilla sa trajectoire sur le sommet du grand temple, avec ses meurtrières et ses sculptures couvertes de lierre. Puis, il partit en piqué. De sa main valide, il saisit la manette de tir. À l'instant exact où la base fut dans sa ligne de mire, il pressa le bouton, savourant par anticipation sa victoire. Une expression de triomphe anima ses traits frisés, et s'évanouit aussitôt, car rien ne s'était produit. Corll appuya frénétiquement sur le bouton, toujours rien. Le système d'armement ne répondait pas. Il fit effectuer une boucle à son chasseur, revint vers son objectif et essaya de tirer encore et encore, mais les canons laser étaient comme morts. Ses yeux étudièrent le tableau de bord. Bizarre, à en croire les cadrans, tout était en parfait état. De sa main invalide, Corll boxa les commandes du vaisseau, conscient que ça pouvait arranger les choses. Parfois, avec le vieil équipement impérial, une bonne secousse suffisait à tout remettre en ordre. Mais ce ne fut pas le cas cette fois. Calant les commandes au creux de son bras gauche, Corll tâtonna sous son siège et sous le tableau de bord dans l'espoir de trouver le circuit débranché, ou à défaut une astuce qui lui permettrait de faire redémarrer les canons laser. Un scintillement attira son regard vers le plancher du cockpit. Tournant la tête, il crut distinguer un léger mouvement. Le serpent cristal se dressa derrière le siège du pilote. Avec un éclat arc-en-ciel, la lumière qui filtrait par le cockpit se refléta sur sa tête triangulaire. Corll, qui avait vu nombre de reptiles semblables au cours de ses 20 années d'exil, comprit immédiatement à quoi il avait affaire. Poussant un cri étranglé, il tenta de chasser le serpent de son bras invalide. La créature enfonça ses crocs dans le cuir du gantelet noir, mais ne réussit pas à atteindre la peau. Corll agita la main. Il ne voyait rien, mais sentait le poids du reptile sur son bras. Laissant le vaisseau en autopilotage, il tendit sa main valide pour saisir le serpent derrière la tête. D'un geste vif, il le décrossa et le jeta dans le toboggan de largage. Puis, avec une exclamation de dégoût, il l'éjecta du cockpit. Le serpent disparut dans la vive lumière de l'extérieur. Corll lutta pour reprendre le contrôle de son vaisseau désarmé.
Les humeaux avaient dû le saboter pendant les réparations. Il réussit à se stabiliser, mais avant qu'il puisse prendre une décision sur la suite des événements, les rayons d'un canon laser ennemi déchirèrent l'air devant lui. De son bras valide, il tira désespérément sur les commandes. Le cargo le rebelle venait de décoller et l'avait pris en sas comme un oiseau de proie. Visiblement, il avait des armes en bon état, lui. Corll fit rugir ses moteurs ioniques et conclut que la meilleure chose à faire pour le moment était de tirer sa révérence. Au cœur de la jungle, près de la hutte de Corll, Zassen et Zena étaient assis côte à côte. Très concentrés, ils unissaient leurs pouvoirs pour voir ce qui se passait au même moment à l'académie. Ils n'obtenaient que des images floues, de vagues échos, mais ça leur suffisait. Il ignorait que nous n'avions pas réparé le système d'armement. Jamais il n'a pensé à me poser la question. J'avais trafiqué les cadrans pour que tout ait l'air normal, dit enfin Zena. Il peut voler, mais son vaisseau est désarmé. Et à mon avis, le serpent cristal l'a un peu pris au dépourvu, pensait Zassen en souriant. Je me demande ce qui lui est arrivé. Les humeaux échangèrent un regard satisfait. Je suppose que la meilleure chose à faire maintenant est de trouver un moyen de rentrer à l'académie, poursuivit Zassen en levant la tête vers les frondaisons. Et Zena repoussa ses cheveux qui lui tombaient devant les yeux et prit une profonde aspiration. Pas de problème, dit-elle en se frottant les mains. Qu'est-ce qu'on attend? J'hésite à continuer, parce que là, c'est ce qu'on... attendez, je regarde 2 secondes. Combien de chapitres il y a encore? Non. Il y a encore... Attendez. Non. Bon. Fini pour aujourd'hui, j'en ferai une dernière une autre fois. La prochaine vidéo, ce sera la fin, mais fini pour aujourd'hui. Allez. Bah. C'est déjà pas mal. Allez. Salut. Salut, à plus tard. Bye bye.